Messieurs, dames, avant de parler de cet épisode, avant de vous donner mon avis, avant d'analyser comme il se doit, hein, comme des experts avec un grand H, comme dirait Trash Talk, l'épisode 6 de House of the Dragon, j'ai une question à vous poser. Voilà, j'en avais déjà parlé, je vais la redire quand même pour la rediffusion. Nous sommes à l'épisode 6 de House of the Dragon. Un dragonnier est noir, deux femmes s'embrassent. Combien de temps, selon vous, avant d'avoir une vidéo assassine de Plot Time et Dirty Tommy? Je m'en lasserai jamais. Combien de temps avant qu'ils envoient directement un colis avec quelques grenades du côté de chez HBO, voilà, pour cet affront. Comment on peut aujourd'hui vouloir faire un épisode comme ça, sachant qu'on était quand même sur la série préférée de Plot Time, c'est évident, et avec des blonds aux yeux bleus. C'est la question qu'il faut se poser quand même, hein, évidemment. Épisode 6, donc, où pour le coup, bah moi j'ai d'autres griefs contre l'épisode 6, qui sont pas sur le fond, sont un peu plus sur la forme. Personnellement, c'est le premier épisode de cette seconde saison que j'ai trouvé un peu lent et un petit peu mou. Pour la simple et bonne raison que, dans la mesure où, contrairement à Game of Thrones, qui pouvait avoir un rythme assez lent, je parle de la forme, je parle pas du fond. Le fond est intéressant sur certains points où j'ai l'impression que certains points avancent, d'autres, on sent que ça s'étire un peu, peut-être pour que certaines péripéties puissent prendre un petit peu plus de temps ou arriver dans les prochaines saisons, et que là on sent qu'on a besoin d'étirer pour vraiment peut-être faire monter la tension pour la suite, ce que je peux entendre. Moi c'est... mais je suis d'accord, hein, Pritch, que certaines intrigues décollaient évidemment, c'est encore une fois ce que je dis pour me faire comprendre, c'est que le fond est intéressant, c'est sur la forme où j'ai eu un peu plus de mal, j'ai trouvé que cet épisode était peut-être un petit peu trop proche de ce qu'avait fait déjà le 5e, et que la différence avec Game of Thrones, c'est qu'il y avait énormément de familles, comme je le disais déjà avant pour ceux qui étaient là dans la partie talk, qui n'est pas en rediffusion, mais c'est vrai qu'on avait l'épisode, on en a parlé très vite, mais du coup je le redis pour la rediffusion et pour ceux qui sont là maintenant. Game of Thrones avait l'avantage d'avoir plusieurs familles, et donc plusieurs styles de narration selon les familles, plusieurs styles filmiques et même de réalisation et de mise en scène selon les familles, et plusieurs histoires qui permettaient, si certaines nous plaisent ou non, au moins d'avoir de la variété, etc., et d'être toujours dans quelque chose de différent, ce qui fait que sur la forme, on avait, pour moi, jamais de quoi s'ennuyer. Je dis pas que je me suis ennuyé dans l'épisode 6, je pense juste qu'il était peut-être un petit peu plus lent et un petit peu plus mou que les autres, et que dans le sens où on n'a que deux familles, et qu'effectivement, les pions qu'on a mis en place sont déjà plutôt bien mis, et que maintenant on attend les actions, on est peut-être un peu plus en droit maintenant d'attendre des actions. Pas forcément de l'action bête et méchante, mais attendre certaines actions au détriment de certaines séquences où je trouve que peut-être les moments un petit peu plus mous, un peu plus lents, sont surtout en termes de dialogue et de narration de dialogue des thématiques qu'on a déjà abordées dans les épisodes précédents. Je pense par exemple à Daemon et ses visions, où à un moment donné, là, on est peut-être sur une fin, hein, on a peut-être un arc de conclusion vis-à-vis de ses visions dans cet épisode-là. Toujours un plaisir de revoir Paddy Considine, puisque l'acteur est extraordinaire, et Viserys était un personnage fantastique. Mais c'est vrai que c'était peut-être un peu long, toute cette dramaturgie-là, sachant que ça donne parfois certaines séquences qui ressemblent à s'y méprendre à certaines qu'on a déjà pu voir avant. Je pense notamment aussi à Rhaenyra et le Conseil, où Rhaenyra et d'autres protagonistes, où elle se plaint beaucoup du Conseil, etc., où elle se plaint même face au Conseil, qu'on lui dise que ce soit pas quelqu'un qui soit capable de prendre des décisions, d'avoir des actions, etc. Ça, c'est bien un épisode ou deux. Quand on nous le redit encore dans le 6e épisode, c'est vrai qu'il y a certaines formes, voilà, c'est pas le fond qui m'a dérangé, puisqu'il y a des arcs qui avancent, on va en reparler, notamment, je pense à Valentine, qui le voulait depuis un moment, sur la manière dont les dragonniers peuvent justement avoir des connectiques ou non avec les dragons. Là, on est directement concerné, puisqu'on a un personnage qui, techniquement, n'est pas Targaryen, qui essaye de dompter Fumée des mers. Ça, je peux pas, moi. Vraiment, mais c'est incroyable. Il y a quand même une phrase dans l'épisode, c'est « Majesté, nous avons vraiment besoin de fumer des mers. » Ouais, ouais. Elle est au sous-sol avec soulever des darons et... ouais, et engendrer des matriarches. Non, non, vraiment, alors c'est des trois, elles sont superbes. Superbe. L'intonation avec laquelle... Gilles, je n'y arrive pas, moi. L'intonation avec laquelle ils disent fumer des mers, ça me fume tellement, mais c'est incroyable. Je suis pas sûr qu'à mon avis, fumer des mers, il faut le voir en VO. C'est difficile de le prendre au sérieux. Mais alors, il y a vraiment des phrases, des fois, quand ils arrivent en mode vénère. Où est-elle? Nous avons besoin de fumer des mers. Ouais.
c'est bien. Mais non, oui, c'est... il y a quand même certaines thématiques qui sont intéressantes, notamment celle-là. Et puis, bah, tout ce qui est dompter les dragons, ces thématiques. Aussi, le fait que potentiellement, c'est ce qu'on pourrait plus ou moins imaginer, bah, que certains dragons, parfois... Alors, il faudrait peut-être plus le développer, parce que j'aurais peut-être loupé certaines thématiques fortes avant, mais j'ai pas l'impression. Peut-être que certains dragons peuvent choisir aussi leur dragonnier. Parce que là, on a beaucoup plus l'impression que Fumée des Mers choisit peut-être, on ne sait pas encore, mais peut-être son futur dragonnier, et qu'il y a une connectique qui s'est fait directement, chose qui peut être hyper intéressant à développer par la suite, alors qui avait peut-être été déjà vu ou peut-être déjà étudié ou en tout cas décrit dans Game of Thrones et House of the Dragon, mais là c'est vrai qu'on a quand même une scène qui est relativement forte. Et puis, bah, certaines, effectivement, c'est pour ça que j'ai mis un bémol sur le fond et la forme, puisque le fond est intéressant. On a aussi pas mal de dialogues et d'avancées pertinentes vis-à-vis des personnages. Aemond a envoyé Alicent, comme qui dirait, sur le banc de touche. Et ça, c'est important. Ça aussi, c'est important, effectivement, de se rendre compte de ça. Le dialogue entre Aemond et son frère est très important aussi. Il y a, il y a beaucoup de choses qui sont pertinentes dans cet épisode qui méritent largement d'être étudiées et développées. Moi là, je commence à vraiment plus trop kiffer. Je pense qu'il y a des big soucis qui commencent à se voir et qui niqueront la suite. Ils repoussent les batailles, 4 saisons et pas le budget pour la suite des événements pour tout inclure en 2 saisons. Bref, c'est la merde. La bataille de l'épisode 4 perd son sens. Il n'y a pas de conséquences directes. Alors là, pour le coup, je suis pas d'accord parce que la bataille de l'épisode 4, ça fait depuis 2 épisodes qu'on en subit encore les conséquences. Rien qu'avec cette photo, les conséquences vis-à-vis d'Aegon. Les conséquences avec Aemond qui est au pouvoir. Il y a une scène qui m'a plutôt bien plu aussi dans l'épisode où on se rend compte qu'Aemond, c'est un grand guerrier, c'est voilà, un talent inné à l'épée, etc. C'est un dragonnier hors pair. C'est pas un bon diplomate, c'est pas un bon politicien. Et il fait bien de s'entourer, et heureusement qu'il a la chance de s'entourer, sauf que lui, Aemond, être entouré soit par des guignols, soit tout court, c'est pas son truc. Pareil, le rappel d'Otto Hightower, ça c'est quand même des choses qui sont intéressantes et très importantes. Le fait qu'Aemon demande le retour d'Otto Hightower pour se faire guider. Preuve qu'il a peut-être quand même l'envie d'être guidé, mais pas par n'importe qui. Le fait qu'il dise à Alicent que c'est bon, elle a rempli sa mission et que c'est une période révolue et qu'elle veut faire sans elle, c'est des segments, en plus, quand on connaît les 2 personnages, qui sont très forts. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont quand même des conclusions directes et des conséquences. Il n'y a pas de conséquences d'attaque, mais il y a des conséquences quand même narratives. Le fait qu'on se dise il faut trouver un dragonnier pour nos dragons, sinon on est condamné, c'est une conséquence de l'épisode 4 et de la mort de Rhaenys. Il y a beaucoup, je trouve, de conséquences. Le seul problème, c'est que la montée crescendo jusqu'à l'épisode 4 était logique qu'elle retombe avec l'épisode 5. C'est peut-être ça, tu vois, Pritch, ce que je veux dire. C'est que c'est normal que le soufflet retombe sur le 5 parce que le 5 va, en gros, prendre toute l'action et voilà, toute la première phase de la guerre qui a été faite, établir les conséquences de ça et les prémices des contre-attaques. Peut-être qu'éventuellement, il fallait que ce soit un poil mieux rythmé ou qu'on ait un segment ou 2 peut-être un peu plus puissant dans l'épisode 6 pour qu'on sente que ça remonte. C'est-à-dire qu'House of the Dragon a déjà, et c'est pas un défaut, un rythme lent parce qu'ils veulent bien faire les choses. Si on met plusieurs épisodes avec un rythme lent, est-ce qu'à un moment donné, il faudrait pas que sur certaines séquences, ça remonte un petit peu? J'ai cru que cet épisode-là pourrait le faire, notamment avec Fumée des Mers, et finalement, après, le soufflet retombe quand même pas mal. Pas en tout cas sur des questions de fond, peut-être un peu plus sur des questions de forme. On y revient aussi, là, pour le coup, sur le nombre de saisons. Effectivement, si on a un certain nombre de saisons à étudier, est-ce qu'on va peut-être pas tomber à un moment donné dans une certaine forme de remplissage? C'est House of the Dragon, c'est une excellente série. Encore une fois, je le dis, un épisode comme ça, c'est 70% mieux que ce que tout se fait actuellement à la télévision. Hein. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de séries qui sont capables de se mettre à la table d'House of the Dragon, que ce soit en acting, narration, effets spéciaux, etc. Mais il faudrait, voilà, c'est... je pense qu'effectivement, sur la forme, ça aurait mérité d'être un peu plus rythmé. Comment ça va, mon Yaya? Mesdames et messieurs, cette semaine, une grosse semaine pour les fans de Marvel. J'ai trop hâte. Thor 5 en rumeur, en plus sans Taika Waititi. Gareth fucking Edwards. Ce serait Gareth Edwards qui ferait Thor 5?
Mais Gareth Edwards, entre ça et Jurassic World, alors j'espère que Gareth Edwards continuera les projets indés et les projets qui lui tiennent à cœur, et pas qu'il devienne uniquement, alors il va garder sa patte, j'en suis sûr, mais pas qu'il devienne uniquement un mec à franchise, même si les films sont super, comme Rogue One, ou Godzilla, mais qui fasse aussi parfois des projets peut-être qui lui sont propres à lui. Mais Gareth Edwards, ce serait bien. Par contre, je ne suis pas d'accord, Taika Waititi, certes on peut ne pas aimer les Thor, mais Taika Waititi a fait d'autres très bons films. Taika Ragnarok, Thor Ragnarok était très sympa. C'est Jojo Rabbit qu'il avait fait aussi, je crois, était très sympa aussi, très poétique. C'est un bon réalisateur, c'est un très bon réal, Taika Waititi. Ah, peut-être qu'effectivement, celui-là peut déplaire, mais Taika Waititi, on peut pas dénigrer le réalisateur qu'il est quand même. J'ai détesté Thor 3. Il y en a plein hein, qui n'ont pas aimé et Thor 3 et Thor 4, beaucoup plus le 4 que le 3. Le 3 a quand même sa petite clientèle, mais il n'y a pas de montée en tension comme voulu à la fin de la saison 1. Donc là, c'est lent, quoi. Il y a trop de retombées. Je comprends pas comment ils vont gérer la suite. Bah, moi, j'ai pas lu les bouquins, alors du coup, je peux pas trop dire, mais il y a un élément qui est très important, qui est l'avant-dernier épisode du côté de chez Game of Thrones est souvent le plus corsé. Reste à savoir un petit peu ce qui va se passer. Là, on a des pièces maîtresses, par exemple. Les Lannister qui sont... alors, les Lannister qui sont du côté de Aemond, me semble-t-il, hein, et qui seraient en partance. Ça fait du plaisir de revoir les Lannister, d'ailleurs, avec des lions en arrière-plan. Moi, j'ai plutôt bien aimé le concept et l'hommage, qui serait du côté d'Aemond pour aller à Harrenhal. Un épisode 7 réussi, pour moi, je pense qu'on serait maintenant en droit, peut-être éventuellement, d'aller chercher la bataille d'Harrenhal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisqu'on sait qu'en général, les avant-derniers épisodes de Game of Thrones, c'est souvent les plus costauds et que l'épisode d'après prépare la saison prochaine. On verrait un peu ensuite ce qu'il en est. Mais l'épisode prochain, de la semaine prochaine, à mon avis, sera très important pour savoir où est-ce qu'on va aller dans le reste de cette guerre, évidemment. Le souci, c'est qu'on doit chaque fois attendre 2 ans entre les saisons. Du coup, House of the Dragon est hyper frustrante. Quand on aura tout, je pense qu'on finira par se dire que la série est très bonne. Oui, c'est possible. Après ça, encore une fois, moi je le dis, hein, mais c'est... peut-être qu'en tant que tel, dans un socle total, ce sera hyper plaisant à regarder. On peut aussi peut-être, pourquoi pas, se poser la question d'un épisode par semaine pour House of the Dragon, même si moi je préfère parce que ça a un petit peu plus de saveur, ce qui permet de faire des rumeurs, d'établir des théories, des analyses plus critiques d'épisode en épisode. Moi je préfère ce format-là. Mais oui, on a on a peut-être cette question-là. Après, c'est vrai que c'est des séries qui sont relativement courtes, qui ont assez peu d'épisodes, avec quand même beaucoup de points de vue. Et je pense que oui, voir un nombre d'épisodes total à la fin serait peut-être un peu plus mettra peut-être un peu plus de place. Par contre, il faut aussi considérer qu'une série qui est faite en 2 ans, moi je préfère puisqu'on a plus de qualité. Des séries qui sont faites et qui reviennent chaque année, ça peut vite devenir Walking Dead, hein. C'est-à-dire on rush un petit peu, on n'a pas beaucoup de budget, etc. Et c'est pas ouf. Là, c'est vrai que eux, ils prennent du temps. C'est pareil pour Stranger Things ou autres, mais ça reste des séries autrement plus qualitatives que ce qu'on a d'habitude. Donc moi, prendre du temps, je suis plutôt pour être honnête. Sinon, je viens de finir la série de Emmerich, Those About to Die sur Prime Video. J'ai plutôt bien aimé. J'en avais pas entendu parler du tout. Ah, c'est pas une sorte de péplum, Yaya? Daredevil Born Again attendu ce samedi, à voir si on y aura droit. Il y aura des leaks, Yaya, je pense, pour le teaser de Born Again, c'est sûr. Pour le moment, on peut pas dire qu'ils rushent la série. Non, puisque je pense même qu'ils ajoutent peut-être certains éléments absents du bouquin. Et ils peuvent se le permettre. C'est des épisodes qui sont longs. On a eu là, si vous voulez une petite info, la durée des épisodes des 3 derniers. Aujourd'hui, c'était 1h10. La semaine prochaine, ce sera 1h07. Et le 8e, ce sera 1h13. Ce qui fait de l'épisode final de la saison 2 l'épisode le plus long de tout House of the Dragon. Donc forcément, bon, 1h13 d'épisode, on en développe des choses. Puis là, on n'est pas comme The Boys, où The Boys, il y a un générique de 7 minutes. Là, le générique, il fait 2 minutes. Donc c'est vrai qu'on a des épisodes très longs. Alors, tu retires, allez, 2 minutes de générique et 2 minutes de générique de fin, mais c'est quand même des épisodes qui sont longs. Et il y a beaucoup de thématiques. Le problème, c'est comme il y a peu de personnages et qu'effectivement, les thématiques sont plus ou moins toujours les mêmes, hein, on est dans une avancée narrative de quelques thématiques, il peut parfois y avoir des dialogues qu'on pourrait retrouver peut-être un petit peu redondants ou que la forme peut rendre redondante.
Ils adaptent certains points de vue par rapport au livre, le livre étant du point de vue de 3 personnes. D'accord, ok, oui, donc oui, ça doit être un petit peu plus... Enfin, je dis pas plus riche que le livre, mais peut-être avec certaines libertés. Série Pepom sur les gladiateurs à Rome. Oui, donc avec Anthony Hopkins, c'est ça, ouais. Iwan Rheon et Jojo Macari, qui a vraiment une tronche de psychopathe. Faudrait que j'essaie de voir si je peux, si je peux la mater, cette série. J'en avais entendu parler. Qui apparemment était bonne. En gros, pour faire court, les livres relatent les événements comme un livre d'histoire avec aucun dialogue, que le récit des événements. D'accord, ok. Ok, ok. Il y a plusieurs points de vue, on ne sait pas lequel est le vrai, ce qui fait que les scénaristes doivent tout inventer car ils n'ont que les grandes lignes de l'histoire, et sans support écrit, on se rappelle des dernières saisons de GOT, il y a donc des mauvaises décisions qui sont prises pour la cohérence globale de l'intrigue. Oui, mais alors moi je considère que si à un moment donné, là ils sont pas responsables. Ils sont pas responsables. Dans le sens où Game of Thrones, bon bah ils étaient pas responsables non plus, mais ils ont dépassé les bouquins. Donc ayant dépassé les bouquins, il fallait qu'ils trouvent des idées eux-mêmes à partir de rien. Le gros problème aussi de Game of Thrones, hein, c'est que ça a été rushé sur la dernière saison volontairement parce que bah, les gars qui travaillaient sur les scénarios allaient potentiellement aller sur Star Wars ensuite. Bon, ils se sont fait virer dès qu'ils ont vu à peu près à quoi ressemblait la saison 8, hein, mais ils voulaient abréger ça le plus rapidement possible pour ensuite aller chercher autre chose. Donc c'était différent. Là, ils ont quand même un socle total, c'est-à-dire qu'ils ont quand même des histoires, ils ont les idées, ils ont les grandes lignes, donc ils peuvent broder autour. Mais voilà, ils ont un squelette, comme tu dis, d'intrigue, ce qui pour moi rend justement la série encore plus qualitative. Si on me doit me poser la question, je me dis, bah du coup, tout ce qu'ils réussissent à faire là, avec simplement un squelette d'intrigue et des histoires relatées, c'est-à-dire redonner vie à des personnages, leur donner des émotions, des séquences, etc., et puis établir des liens entre eux, et puis des moments forts, et des choses comme ça, et des dialogues, et de la mise en scène, bah, c'est très fort. C'est très fort. En fait, cette saison 2 a peur de faire un arc qui part de nulle part, genre Rhaenyra qui devient méchante et raciste tout d'un coup, du coup ils nous font bouffer un giga slow burn un peu lourd à la digestation. Je pense que, alors, ça fait 5 épisodes qu'on dit que c'est très bon, avec notamment les 4 premiers qui étaient quand même très très forts. Le cinquième, c'était pas un épisode de transition, mais un épisode de conséquences. Cet épisode-là, pour moi, est la suite directe de l'épisode 5, c'est la suite des conséquences avec quelques actions et quelques décisions importantes. Se débarrasser d'Alicent, le dragonnier qui finit brûlé, Fumée des mers qui choisit peut-être son dragonnier, les Lannister et Harrenhal, le fait que Daemon soit vraiment de plus en plus dans une psyché délicate, Otto Hightower qui reviendra peut-être sûrement, Aemond et Aegon qui discutent un petit peu ensemble, les émeutes avec justement le très bon coup de Rhaenyra qui apporte de la nourriture à ceux qui sont en famine pour que justement les gens puissent l'être. C'est ce qu'on se disait déjà dans l'épisode 5, c'est-à-dire que c'était une très bonne stratégie. Là, dans cet épisode-là, la stratégie, ils la mettent en place. Donc pour moi, l'épisode 5 et 6 se ressemblent énormément parce que, en fait, les 5, c'est les conséquences du 4, les 6, c'est les moves décidés dans l'épisode 5. Seule chose que je dis, c'est que c'est vrai que de temps en temps, ça peut un peu s'étirer, que certains dialogues s'étirent un peu, et peut-on se demander si, voilà, comment dire, il était nécessaire de faire 2 épisodes là-dessus, ou est-ce que si un condensé des deux en un seul aurait pas donné quelque chose de mieux rythmé? Et c'est vrai que condenser 2 heures en une, on nous serait peut-être passé à côté de trop d'intrigues. Possiblement aussi. Donc voilà. Après, encore une fois, on peut en reparler puisque c'était l'un des sujets quand même du jour. C'est un épisode qui fait polémique. Comme je vous l'ai dit hein, très régulièrement, je suis pas le premier fan de ce qu'on appelle la tendance wokiste, etc. Je suis déjà pas trop fan des tendances en règle générale, peu importe. Je peux comprendre qu'on ait des causes à défendre et toutes les causes sont bonnes à défendre à partir du moment que c'est fait avec justesse et que la cause est bien défendue, que ça ne devient pas un effet de mode. C'est vrai qu'aujourd'hui, le wokisme, quand il est en mode, quand il est justement devenu un effet de mode et qu'il est assez abject, il peut être assez grave. House of the Dragon, à aucun moment, utilise un wokisme à mauvais escient. Je pense même que House of the Dragon est tout sauf une série wokiste. Peut-être que ça en dérangera un certain qu'un dragonnier devienne justement, excusez-moi du terme, un dragonnier noir devienne comme on a pu le lire, parce que ça c'est vrai que c'est des polémiques que j'ai pu lire, devienne un dresseur de dragons si tant est qu'on arrive dans ce principe-là. Moi, tout ce que j'en dis, c'est des familles de toute façon qui sont très proches l'une de l'autre. C'est 2 maisons qui s'entendent très bien. Et puis ça aide à en fait découvrir des relations où de temps en temps les dragons peuvent peut-être choisir leur dragonnier. Et moi j'aime bien.
ce côté, je suis pas Targaryen, mais à un moment donné, je vais peut-être pouvoir braver certaines choses. Un peu comme l'avait fait Jon Snow, même s'il avait du sang Targaryen, mais au début, on ne le savait pas. Un peu comme l'avait fait Jon Snow, qui était quand même un bâtard vis-à-vis des dragons. Moi, je trouve ça très intéressant. Je préfère me focus là-dessus parce que le reste, ça ne me pose aucun problème. Et alors, le baiser final, voilà, c'est woke parce que on a un baiser de deux femmes à la fin. Moi, écoutez, ça c'est pareil. Je m'en tamponne le coquillard, mais alors vous n'avez même pas idée à quel point. Moi, j'ai juste trouvé la séquence très sensuelle. Je l'ai trouvée très compréhensible parce qu'à un moment donné, Rhaenyra, écoutez, rien ne nous dit. Enfin, on est dans Game of Thrones, tout le monde déjà ken avec tout le monde. Faudrait remettre l'église au centre du village. On est dans Game of Thrones, tout le monde baise tout le monde. Ça pose de problème à personne que la lignée des Targaryens ce soit que des consanguins depuis 300 ans. Mais là, il y a deux gonzesses qui s'embrassent et là, c'est la fin du monde. Mais dans quel monde on vit? Enfin, je veux dire, ça pose pas de problème. Couche avec ta sœur, ça c'est bon. Par contre, non, ça de lesbienne, c'est pas possible. Qu'à un moment donné, c'est bon. C'est le même concept que The Boys. C'est le même concept que The Boys. Plein de gens se sont cassé le cul à critiquer The Boys parce qu'il y avait Colin et Frenchie. En oubliant qu'en fait, à la saison 2, Frenchie il l'avait dit qu'il était bi, donc il n'y avait rien de mal. Problème, c'est que Colin, son écriture est quasi inexistante. Dès l'épisode 3 ou 4, on le revoit plus, et que c'est une intrigue qui sert à rien, puisqu'au final, il revient avec Kimiko. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est une question d'écriture qui fait que Colin et Frenchie, c'était pour moi loupé. Mais rien à voir avec le fait que Frenchie soit bi. Vous ouvrez vos esgourdes, vous le savez depuis la saison 2, il n'y a rien de choquant. Moi, quand je vois Game of Thrones, il n'y a rien de choquant à ce que deux femmes s'embrassent. Pourquoi? Ça aide au développement de Rhaenyra. Elle a quelqu'un de très bon conseil, quelqu'un qui l'apprécie vraiment, quelqu'un qui est là pour elle. Elles se font un câlin et tu sens que Rhaenyra, elle subit tellement de choses qu'à un moment donné, pour moi, elle a, comment dire, un moment de faiblesse, qui est peut-être un abandon de soi. Elle s'abandonne dans les bras de cette femme-là, parce que ça, elle a un poids qui se libère de par justement sa présence, et puis une chose en emmenant une autre, voilà. Je ne sais pas si dans le livre, dites-moi dans le chat, mais est-ce que dans le livre ou dans la série, on suppose un peu que Rhaenyra, elle peut être à voile et à vapeur, à la fois, elle aime les hommes et les femmes. Parce que même de mon point de vue, quand on se souvient de la Rhaenyra de la saison 1, qui n'était pas la dernière. Il n'y avait pas des épisodes où Rhaenyra jeune, elle allait dans les bordels, etc. Ou, enfin, elle voulait se faire démon très jeune, et puis il y avait quand même une sexualité qui avait l'air assez exacerbée dès le moment où elle était jeune. Ça, je ne l'ai pas rêvé, je l'ai vu dans la saison 1, on sent que elle est très curieuse et qu'elle avait un côté comme ça. Donc, t'as pas vu les regards avec Alicent. Mais donc justement, c'est pour ça que ça me choque pas du tout. Ce que je veux dire, c'est... moi, ça m'a pas choqué, puis au contraire, je trouve la scène très sensuelle. Moi, je l'avais dit tout à l'heure, mais honnêtement, je la trouve très bien filmée. Abandon de soi, un truc presque érotique. Il y a même un truc très lent où on sent que voilà, ils prennent le temps de faire la chose. Il y a un côté assez érotique. Moi, j'ai trouvé que la scène, voilà, aidait au traitement du personnage. C'est un abandon. C'est aussi quelqu'un qui est là à une époque où Rhaenyra, elle a absolument plus personne. Moi, je vois pas où est le problème. Je vois pas, en fait, bon. Et pourtant, je vous dis, hein, je suis vraiment pas le plus grand défenseur enfin, pas du mouvement woke, mais de la, comment dire, de la tendance woke. Mais comme n'importe quelle chose, finalement, les choses négatives arrivent quand elles deviennent des tendances, ou qu'elles sont faites pour le buzz, ou qu'elles sont faites avec une idée directe de ah bah oui, là on sent que c'est fait pour, oui, là on sent que c'est pour ci, oui, là on sent que c'est pour ça. Là, pour le coup, ça, effectivement, ces tendances-là ne m'intéressent pas. Mais quand c'est fait à bon escient, à ceux qui, à un moment donné, se complaisent dans l'idée de ah non, non, mais c'est du wokisme, c'est n'importe quoi, c'est des quotas, c'est du. Fermez vos gueules, quoi. Juste fermez vos gueules. Vous pouvez pas simplement apprécier l'idée que peut-être dans les prochains épisodes, on aura peut-être, par exemple, parce que j'ai vu, là on parle du baiser lesbien, mais j'ai vu beaucoup de gens se plaindre aussi. Ouh là là, mais non, mais d'habitude c'est les Targaryens qui sont sur des dragons. Là, il n'est pas Targaryen et il est noir. Putain, mais c'est vraiment le coup du il n'est pas Targaryen et il est noir. C'est-à-dire qu'à la limite, il serait pas Targaryen, mais il serait blanc, ça irait. Mais voilà, en plus, il est noir. Non, 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 non. Que les blonds aux yeux bleus sur des dragons. Et Jon Snow à la limite, parce que voilà, lui, on lui pardonne. Mais bah, c'est un Velaryon. Ils sont très proches, de toute façon, des Targaryens. C'est des thématiques qui peuvent être largement coïncider. Et moi, ce que j'aime bien, c'est justement qu'on aura peut-être une étude de comment un dragonnier monte un dragon, d'un dragon qui peut comment dire,
choisir quelqu'un, chose qu'on avait peu vue jusque maintenant, voire peut-être même jamais, et qui a cette espèce de travail autour des dragons qui est intéressant pour rentrer dans cette intimité. Moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup cette idée-là. Je préfère ça à ce que finalement ce soit Rhaenyra qui choisisse un dragonnier, et puis que Fumée des Mers acquiesce. Voilà, ça aurait été moins intéressant. On aurait peut-être pu avoir un travail ensuite sur comment il apprend à le monter, etc. Mais j'aurais trouvé ça moins intéressant. L'idée là que le dragon choisit aussi son dragonnier, moi qui n'ai pas lu les bouquins, ça m'intéresse. Il a surtout un quart du sang de Lénore en lui. Sismok a senti l'odeur de son ancien maître en lui, donc c'est plausible. Bah oui, de ouf, mais complètement. Complètement. Puis c'est des familles qui se croisent, et puis c'est des choses qui sont tangibles. De la même manière que Jon Snow. Je dis Jon Snow pour la vanne, évidemment, mais il était semi-targaryen. Donc, bah oui, lui, les dragons le reconnaissent, et ça paraît, somme toute, tout ce qu'il y a de plus logique. Donc ça, c'est normal. Après, je sais pas si dans le lore de House of the Dragon, il y a déjà des Velaryons qui ont monté des dragons. Eux qui sont plus côté maritime, je sais pas si c'est déjà arrivé. Je préférerais que ce soit le premier. Je trouverais ça plus grandiose. Un dragonnier a besoin d'avoir du sang valérien et le type qu'on voit est un bâtard valérian et les valérions viennent de Valéria, donc c'est cohérent. Bien sûr, bien sûr. Même moi qui n'ai pas lu les bouquins, ça je l'ai capté, tu vois. Donc l'idée de polémiquer, soyons tout à fait honnêtes, et c'est pas moi qui l'invente, on l'a lu plusieurs fois, même Pritch en a parlé. Le baiser lesbien, le fait qu'on ait voilà un personnage de noir qui soit, bah, ça fait chier des gens. Et là on se dit, bah, niquez vos mères, cordialement, fumez des mères, cordialement, parce que bah voilà. Excusez-moi, mais là, scénario par scénario, quand tu regardes par A plus B plus C plus D, tout est cohérent dans les choix des personnages, dans la mise en scène, dans la construction et dans leurs origines et dans le reste. Donc il n'y a pas besoin. Mais là, voilà, aujourd'hui, bonjour, tout va bien, on est en 2024, mais on fait des polémiques pour tout. Et bah, c'est gonflant de ouf, parce que là, pour le coup, dans le récit, c'est utile. C'est parmi les scènes que j'ai préférées. Hein. La scène du dragon qui finit par mettre le feu à celui qui était choisi. J'aime bien. On le voit pas beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé le jeu de ce mec. Rhaenyra, c'est une déesse pour lui. C'est sa reine, il irait jusqu'au bout pour elle, et puis il a un respect pour le truc, il dit c'est un dieu, respect pour le dragon, machin, puis tu sens que, à la limite, il est étonné d'avoir réussi. Le seul, mais ça c'est parce que je suis un amoureux des films de monstres, le seul petit regret, j'aurais préféré qu'il se fasse bouffer. Bon, voilà, c'est un point de vue. Mais j'aurais aimé qu'il se fasse bouffer, moi, plutôt que se faire Dracarys. Ça aurait eu encore un peu plus d'impact, genre sur une séquence très forte. Parce que t'aurais vu tout la surprise en plus, tu vois. Là, c'est vrai que comme il recule et que le feu arrive, bon, on a moins de surprise. S'il l'avait mangé de manière agressive, en termes de mise en scène, de réal et d'idées de plan, j'aurais trouvé ça sympa. Et puis la surprise dans le regard des autres aurait été encore mieux. Mais oui, il avait énormément de respect pour Rhaenyra, le regard, l'attitude. Bah, c'est vrai que ce personnage-là, tu vois, a eu deux séquences fortes hein, dans l'épisode, mais alors voilà, on les retient. On les retient. Après, ça montre que si Smoke avait pas la haine, il a juste dit non. Ah oui, c'est exactement ça. Oui, oui, elle a dit non, toi non. Tu ne seras pas mon dragonnier. Mais il n'y avait pas de haine particulière. D'ailleurs, je pense même que le dragon se pose la question pendant un temps. Mais pour le reste, c'est... voilà. J'aime bien aussi le... Enfin, c'est une scène que je trouve assez forte, mais celui qui se tranche la gorge alors qu'il est en train de se faire calciner. Ça paraît logique parce que tout ce qu'il veut, c'est peut-être éviter de souffrir. J'ai trouvé qu'il y avait une forme d'abandon assez, comment dire, d'abandon et de certaines formes de lucidité dans l'idée de se dire je suis mort pour ma reine. Je l'ai pris un peu comme ça, moi, d'un point de vue philosophique. Je trouvais le plan assez intéressant. C'est-à-dire, je l'ai fait, nous avons échoué, j'en assume les conséquences. De toute façon, dans tous les cas, il serait mort, mais j'ai bien aimé cette thématique-là. Il évoque aussi, il refuse un dragonnier blanc. Non mais voilà, mais cette série évoque de toute façon, hein, c'est n'importe quoi. C'est vrai que, honnêtement, moi quand j'ai vu que l'épisode se faisait descendre, il y a quand même, enfin c'est hallucinant, mais Pritch avait envoyé une photo, je sais plus sur quel site c'était, il y a quand même, à l'époque où l'épisode est sorti, au moment où Pritch a pris le screen, l'épisode avait 7 sur 10 de moyenne, ce qui pour un épisode d'House of the Dragon, c'est pas terrible, avec 1700 personnes qui avaient voté 1 sur 10. Ce qui fait quand même 1700 personnes qui ont probablement mis 1 sur 10 pour un baiser et un dragonnier. On en est là. On en est là. Ah oui, non mais Gros Judas, oui, s'il se tranche la gorge, c'est pour éviter de souffrir plus longtemps, ça j'en ai conscience. Mais j'ai le côté philosophique qu'il y a derrière, avec le plan qui dure longtemps là-dessus, moi je l'ai trouvé intéressant.
Pour le coup, si Rhaenyra est bi dans les romans, ça m'aurait posé problème que ce soit pas représenté dans la série. Après, l'inverse peut s'entendre aussi. Si elle n'avait pas été dans les bouquins, ça m'aurait fait chier qu'elle le devienne comme par magie dans la série. Genre Jasquier dans la saison 3 qui roule une pelle au roi Vizimir, c'est non, ça n'a aucune cohérence avec le personnage tel qu'il est raconté depuis toujours. Euh... Attends, quelle erreur ça m'aurait posé problème que ce soit pas représenté dans la série. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire, oui. Oui, mais là, après, genre, de ce que Valentine nous disait, on peut avoir de légers doutes à un moment dans le bouquin, mais rien n'est dit explicitement. Mais dans la saison 1, on voit quand même une Rhaenyra. Redites-moi si je dis des conneries, hein. Mais Rhaenyra, dans la saison 1, me paraît quand même assez curieuse. C'est pas, il n'y a pas une scène où elle va épier son démon en train de coucher avec une meuf ou un truc comme ça, où elle va fréquemment dans les bordels, où elle a des regards sur Alicent assez particuliers. Moi, ça me choque pas parce que je veux dire, bon, bah, on a vu quand même à un moment donné qu'elle avait une espèce de curiosité un petit peu là-dessus. Donc voilà, moi, ça me choque pas rien qu'à partir de là. Damon l'emmène dans un bordel à Port-Réal. Ouais, voilà, c'est ça. Elle y allait une fois, je me souviens pas particulièrement du regard avec Alicent. Bah non, mais enfin des regards qu'elle a sur. Puis encore une fois, excusez-moi, c'est des gars, ils kennent tous ensemble dans la même famille. Je veux dire, dans Game of Thrones, s'il y a bien un endroit où c'est pas choquant d'être bi, c'est bien là-bas. Mec, tu regardes les Lannister, tu regardes les Stark, tu regardes Jon Snow et Daenerys. Bon, eux, ils étaient pas au courant au début, mais ça les a pas empêchés de continuer. Tu regardes les Targaryens et tout. C'est un bésodrome, quoi, cet univers-là. Donc, si t'es choqué pour un baiser bi, bon, moi, s'il y a bien un monde où tu peux te dire, oui, ben, il y a rien de choquant, c'est bien celui-là. C'est bien celui-là. Moi, je préfère considérer le contenu narratif. Qu'est-ce que ça va donner avec cette nana-là? Quel va être son impact? Quel va être son impact? Est-ce qu'elle va avoir une incidence sur des décisions de Rhaenyra? Quel sera le regard des autres sur ce qu'a fait Rhaenyra? Comment va réagir Daemon vis-à-vis de ça? Il y a plein d'aspects narratifs qui sont intéressants. Il me semble que Rhaenyra était excitée par les femmes et hommes dans le bordel. Bah, moi, du souvenir que j'en ai, Rhaenyra, ouais, tu sentais, et pourtant elle était très jeune, hein, mais tu sentais qu'elle était un peu à la maison. Hein. Et c'était un bordel, encore une fois, donc... Rhaenyra qui s'est self-insert en démon pour pallier à sa faiblesse en tant que femme et souveraine. Premier réel pas vers Rhaenyra la cruelle. C'est étrange comme développement, mais ça peut marcher. Moi, ça me choque pas. Moi, je trouve ça intéressant, ouais. Il y a trop de scènes à analyser dans l'épisode. Ah bah oui, il y a plein de scènes, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire le fond, encore une fois, je dis la forme était peut-être un peu moins digeste que d'habitude, mais sur le fond, il y avait beaucoup de choses qui étaient quand même assez intéressantes. Le discours d'Alicent et Aemond, je l'aime bien. Le fait qu'Aemond, encore une fois, on commence de plus en plus à se rendre compte que bah ouais, ce sera pas un grand roi non plus, parce que ça va être un grand chef militaire, mais que tout le côté politique, humain, etc., on l'a pas, voilà, ça lui retombe dessus avec la famine, parce que Rhaenyra est une reine humaine. T'as vraiment la distinction entre voilà, Rhaenyra qui écoute le peuple et qui va l'utiliser aussi, évidemment, à son avantage, pour potentiellement créer des émeutes et des choses encore pires. Le seul truc que je me suis dit, c'est que c'était un jeu dangereux dans le sens où, stratégiquement, venir en aide du peuple pour montrer que toi, tu l'aides à une époque où, justement, aucun autre membre de la cour du roi ne le fait, c'est malin. Donner des vivres à tout un peuple qui est en famine, sans sélection naturelle de qui aura quoi, faudrait pas qu'à un moment donné, le peuple lui-même continue à se foutre sur la gueule et que ça devienne contre-productif et qu'au final le peuple soit même plus en état puisqu'ils seront plus suffisamment nombreux pour pouvoir faire une révolte. Parce que si à un moment donné, effectivement, les vivres sont absentes et que c'est le peuple lui-même qui doit gérer la ration, ça va pas être, à mon avis, forcément une bonne chose non plus. Mais c'est un très bon move. Là, on voit sur du long terme. Mais c'est un très bon move de Rhaenyra. Aemond, il a la chance d'avoir Vagar, il se sent fort par rapport à son dragon, s'il l'avait pas, il ferait pas grand-chose. Mais de toute façon, si Vagar n'était pas là, la guerre serait finie depuis longtemps. Hein. Aucune chance que le groupe d'Aemond, même avec Criston Cole ou autre, aucune chance qu'il puisse battre le clan de Rhaenyra. Aucune. Donc Vagar est beaucoup trop important.
Et Aemond, il l'a. Je l'avais dit la semaine dernière, on commence un règne de la terreur. Aemond, on le voit là, il est dans le règne de la terreur. Les mecs, ils sont flippés. Ils sont flippés et lui, dès qu'il est à court de solutions, il parle de Vagar. Parce qu'il sait que c'est ça l'idée, quoi. Le blocus qui les affame vient de Rhaenyra. Par contre, faut noter l'hypocrisie indirecte. C'est des jeux de politique. C'est des jeux politiques, c'est des jeux de dupes, effectivement. C'est aussi pour ça de voir un peu jusqu'où ça va aller. Mais là, on voit que c'est... Ouais, là-dessus, House of the Dragon ressemble beaucoup aux premières saisons de Game of Thrones. C'est-à-dire c'est des jeux de stratégie. Hein. Il n'y a pas de bon move. Il n'y a, pas... il y a pas de bon... Il n'y a pas de protagoniste. C'était la même chose du côté de Game of Thrones. Hein. Citez-moi un mec dans Game of Thrones qui était bien sous tout rapport. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tous ont fait des choses difficiles et des choses pas très catholiques, même si c'était pour servir le bien commun ou le bien ou son propre bien. Il n'y en avait pas beaucoup. Les deux seuls que j'ai, moi, ce serait éventuellement Viserys et... putain, comment il s'appelle Sean Bean. Ned Stark. Ned Stark et Viserys, parce qu'ils étaient assez proches dans le sens où les deux étaient deux hommes du peuple, pour le peuple, et deux voilà... Deux rois, enfin, Ned Stark était, si, c'était le roi du Nord, mais deux grandes figures qui étaient quasi exclusivement tournées vers la famille et vers le bien. Je parle dans les hautes instances, hein, parce que comme si Jonah, Sam, etc., mais je parle vraiment dans les hautes instances où Jon Snow, c'est déjà arrivé qu'il fasse des... Voilà, qu'il doit faire des choix pas faciles. Tyrion a déjà aussi fait marcher son cerveau sur des choses pas simples. Puis tous les autres protagonistes, pareil autour. Hein. Jaime Lannister, c'était une belle rédemption. Daenerys a fait des choses terribles, mais pour le bien commun et pour sauver des gens, etc. Je fais partie des gens qui considèrent Daenerys, c'était pas du tout une Mad Queen, au contraire. C'était juste quelqu'un qui, à un moment donné, après tout ce qu'on lui a mis dans la gueule et tout ce qu'elle a essayé de faire pour les choses, a juste fait ce qu'elle avait à faire. Mais tous ne sont pas blancs. Il y a peu qui sont blancs. Il y a Missandei, mais là vous me citez beaucoup de personnages qui n'ont pas non plus l'impact, qui n'ont pas non plus comment dire, l'importance dans le monde de Game of Thrones qu'un Aemond ou qu'un peut avoir. Là on parle directement de la royauté. Alors oui, il y en a d'autres, hein, évidemment. Mais que ce soit Aemond dans tout ce qui est royauté ou des gens qui ont eu du pouvoir à un moment donné, moi c'est surtout Ned Stark et Viserys que je retiens. Mais c'est des jeux de dupes, ça a toujours été, et ce sera toujours, et c'est ce qui fait le charme de la série dans tous les cas. Hein. Mais c'est vrai que non, oui, on n'est pas forcément obligé de spoil Game of Thrones. Pardon, hein, Bob, si jamais j'ai peut-être à un moment donné fait un petit spoil, j'ai essayé de faire en sorte que non, mais... Aemond avait essayé de retuer son frère ou pas dans la scène où il va le voir. Donnez-moi vos interprétations. Personnellement, je pense qu'il le met en garde. Je pense pas qu'il l'aurait tué. C'est-à-dire que Aemond, quand il est avec lui, il y a quand même pas mal de monde qui sont là quand lui il dit je voudrais parler à mon frère seul. Alors, si, comme par hasard, 30 secondes plus tard, l'autre il est mort et que lui il sort, ah bah dis donc, c'est fou, j'étais en face de lui, il est mort. Alors ça, je m'y serais pas. Ah, c'est la faute, t'as pas de chance. Bon, moi, non, je pense qu'il allait pas le tuer. Par contre, je pense qu'il le menace, qu'il lui fait comprendre qu'il est en danger et qu'il le fait souffrir volontairement. Voilà. Tu penses que c'est qui le plus dangereux entre Aemond et Daemon? Aemon quand même. Daemon, il aura une soupape. Daemon, Rhaenyra, je pense qu'à un moment donné, ça peut rester sa soupape. Et Daemon, il a quand même une forme de loyauté. Aemon, il est plus loyal envers n'importe qui. J'ai bien aimé une phrase d'ailleurs Daemon qui dit allez-y à Reynaud, machin, etc. Moi, j'arriverai avec Vagar après. On verra si mon oncle est capable de m'affronter ou s'il veut bien m'affronter. J'ai bien aimé cette phrase-là parce que Aemon, bon, tu sens qu'il le kiffe quand même, Daemon. C'est vraiment, on verra si mon oncle, où il dit mon oncle sera un bon challenge ou quelque chose comme ça. Genre, tu sens vraiment que pour Aemond, tuer Daemon, c'est le boss, c'est le final boss, quoi. C'est The Rock. C'est le final boss. Et moi, j'aime bien parce que tu sens quand même qu'il y a un respect de guerrier à guerrier qu'il y a entre les deux et que, voilà, vis-à-vis Daemon, il y a
cette consistance qui est de se dire, lui, je l'ai idolâtré pendant tellement de temps. Donc, moi, je trouvais cette phrase assez intéressante. Après, j'ai tellement de seum qu'on ne l'ait toujours pas introduit. Deron sera le seul gars des Verts vraiment ultra honorable. Ah oui, donc je connais pas, ouais, si ça vient des bouquins. Daemon, il est vulnérable en ce moment. Oui, oui, oui. Puis lui, il a Alicia, c'est ça, qui est avec lui pour essayer de le guider un peu, mais il est toujours dans des phases, toujours dans des phases un peu spéciales. Puis là, on se rend compte qu'au niveau de ses visions, on a atteint un stade où là, c'est Viserys qu'il a en face de lui. Donc c'est vrai que les grands tourments de Daemon sont actuellement. C'est vraiment actuellement que bah, on sent qu'il est sur le point de non-retour et qu'il va falloir prendre un chemin. Il peut pas écouter ces visions-là H24, être dans cette thématique-là, parce que ça l'empêche de dormir. Il a des phases à moitié mort de rire, à moitié en train de pleurer. Enfin, dans cet épisode-là, Daemon, on le voit quand même les larmes aux yeux, ce qui est relativement rare pour être souligné. Tu sens que la folie prend le pas et que le pire, c'est qu'il en a conscience. Et il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui sent qu'il sombre dans la folie, qui se doute qu'il sombre dans la folie. C'est le propre d'un vrai fou, c'est qu'il ne sait pas qu'il est fou. Là, c'est ça qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il se voit partir, quoi. Puis Paddy Considine, acteur incroyable, un vrai plaisir de le revoir, hein, ça dans tous les cas. C'est surtout la première fois que Cordemon fait preuve de tendresse dans ses visions, là où avant il répondait avec violence. C'est ça. Là, on n'est plus sur je coupe la tête de Rhaenyra, là on est sur quelque chose de beaucoup plus subtil et de plus tendre, et je vais même aller plus loin. C'est rare que Daemon montre de la tendresse tout court. Donc c'est très important à notifier, ouais. Mon oncle est un défi que j'accueille, il ose se confronter à moi. Mais la phrase est géniale. Parce que ça veut dire, j'ai de l'orgueil, mais hey, ça c'est mon défi, c'est le final boss. C'est The Rock qui arrive avec Electrifying et puis It's Cooking dans la foulée, quoi. C'est vraiment la petite chemise hawaïenne et puis le titre de People's Champ. Mais j'aime bien cette idée-là parce que je trouve que c'est pertinent et ça rejoint tout ce qu'on voit depuis le début, comme quoi il y a une vraie, je trouve, il y a un vrai duo entre Daemon et Aemon qui, à mon avis, devra être réglé. Personnellement, moi, je serais déçu qu'Aemon ou Daemon meurent de la main d'un autre que Daemon ou Aemon. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les bouquins, mais pour moi, ces deux-là doivent s'opposer à un moment donné. Je ne sais pas s'ils le feront, je ne sais pas comment, mais pour moi, il doit y avoir une opposition, il doit y avoir une guerre entre ces deux-là. Qu'elle soit respectueuse ou non, il doit y avoir ça. Son frère était la personne qu'il aimait le plus au monde, même plus que lui-même, je crois, et c'est ultra beau pour le coup. Ah, cette scène-là est magnifique, ouais. Oui, oui, cette scène-là est magnifique. Tu sens toute la tendresse et puis la compassion qu'il avait pour Viserys, etc. Enfin, moi, c'est vrai que ça fait partie des scènes qui m'ont pas mal marqué, ouais. Merci pour les 100 bits, mon Preach. Malheureusement, je dois vous laisser, je dois dîner avec la famille. Dommage que j'avance à live débrief et parler de cette série avec vous tous. Passez une bonne fin de live et bonne soirée à tous. Désolé de ne pas pouvoir rester. T'inquiète pas, mon Preach. Bah, de toute façon, là, quelle heure il est il est 21h52. Ouais, on va faire 10 minutes, un quart d'heure encore. Tu auras la fin en rediff, mais on n'est pas très très loin de la fin, hein, de toute façon. Parce que c'est vrai que c'est un épisode où on avait vraiment la continuité du cinquième. Donc pour l'analyse, c'est plus simple. On voit vraiment quels sont les arcs narratifs à discuter. Mais avec plaisir, mon Preach, hein, de toute façon. Et comment ça va, Estelle? Bonsoir à tous. Rien à voir avec l'épisode, mais quel bonheur de lire un chat sans faute d'orthographe à chaque ligne. Ah non, mais nous, il n'y a que le gratin, de toute façon. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, nous, on a une communauté élégante, distinguée, et d'un domaine d'analyse totalement culte. Mais non, ça fait plaisir. Bah, c'est vrai que, je le dis en général, peu importe peu importe le sujet, j'ai de la chance d'avoir une commu qui est apte au débat, apte à discuter de tout, même avec des gens qui ne sont pas d'accord. On a déjà parlé de politique, par exemple, on a déjà parlé de faits de société, on parle de séries, on débriefe des films, des séries, etc. Et on parle de Johnny Sins aussi, c'est moins distingué, mais on parle de Johnny Sins. Et même en parlant de Big G, on fait pas de faute d'orthographe. Donc oui, non, c'est vrai que c'est très sympa de pouvoir discuter de tout ça et voilà, de mettre en place ces choses-là. C'est assez bienveillant. On a peu de tocards, hein, pour être tout à fait honnête. Des gens qui viennent juste pour foutre le bordel ou troll ou trucs comme ça, on n'en a pas des masses. Et niveau Allison, t'en penses quoi de son évolution dans l'épisode?
Alicent, dans cet épisode-là, je pense qu'elle s'est rendue compte que ça avait été la pire mère du monde pendant à peu près tout le temps où elle a été mère, dès le premier jour. Mais, euh, mais je pense qu'elle en a pris conscience. Je pense qu'elle prend conscience qu'au-delà du roi, il y a aussi son fils qui est entre la vie et la mort. Je pense qu'elle est aussi un peu aigrie et qu'elle voit qu'elle perd pied vis-à-vis du pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui lui plaît pas non plus. Donc il y a un axe, il y a un double axe entre eux. Bah, elle commence à se rendre compte qu'elle avait fait preuve d'inhumanité, mais il y a aussi ce côté, je n'aimerais surtout pas perdre ce qui était à moi de base. Donc je trouve que c'est assez intéressant de l'avoir perdre pied comme ça. Moi, je suis très curieux de deux choses. C'est qu'est-ce qu'elle va faire ensuite, sachant que maintenant, elle a plus d'autorité, et le retour d'Otto. Le retour d'Otto Hightower qui, bah lui, quel rôle aura-t-il aussi vis-à-vis d'Alicent qui s'est fait sortir du jeu. Oui, justement, preuve que le seul saint d'esprit dans ses enfants, c'est celui qui est resté loin d'elle. C'est un peu ça, hein. Oui, oui, c'est un peu ça l'idée, hein. Après, oui, là, c'est vrai que vis-à-vis des gosses qu'elle a, elle a été une mère tellement éloignée et puis tellement abjecte que c'est pas du tout étonnant de voir à quel point les autres ont totalement perdu pied, quoi. Il y aura que 4 saisons à House of the Dragon. C'est bien ça, ouais. Il y aura que 4 saisons, effectivement. C'est bien. Le même principe que The Boys, il y en a que 5. Moi, je préfère des séries qui savent quand s'arrêter avec un début et un point final. Sachant que là, ils ont toute la matière. Encore une fois, ils ont tout le squelette. Donc c'est intéressant. Mais s'il y en a, il y a que 4 ou 5 saisons, moi, ça me va tout à fait. Ah, toc. Plutôt que de s'éterniser, de se perdre en route. Oui, voilà, ou de faire la saison de trop. Combien de séries on a connu qui avaient fait leur saison de trop, hein. Et d'ailleurs, on voit que les soucis de ces enfants résultent uniquement du manque d'amour de leur mère. C'est vraiment la source des soucis. Oui, ça, on l'a vu parce que faut rappeler quand même qu'Alicent, la seule chose qu'elle a dit à Aegon à l'époque où Aegon était sur le trône, c'est bah, fais ce que tu fais de mieux, c'est-à-dire ce qu'on veut que tu fasses, rien. Peut-être pour ça aussi qu'il est parti, et peut-être qu'aujourd'hui Alicent, elle s'en veut, parce que ça, ce qu'on voit là, c'est les conséquences du manque d'amour et d'empathie qu'avait Alicent pour le poste d'Egon, et puis pour Egon en règle générale. Aemond, qui va dans les bordels chercher de l'attention maternelle, bah, c'est aussi dû au fait qu'Alicent t'en donne pas. Enfin, il y a plein de thématiques comme ça où on se rend compte que c'est une catastrophe. Alicent est quelqu'un d'extrêmement égoïste ou autocentré, même vis-à-vis de Kristen Cole, hein. Il y a un passage dans l'épisode, je sais pas comment vous l'avez analysé, mais où Kristen Cole et Alicent se regardent. Moi, j'ai tendance à me dire, Kristen Cole, à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'il soit amoureux d'Alicent. Alicent, à mon avis, elle s'est servie de Kristen Cole à ses propres fins. Et quand elle le voit partir, je pense qu'elle a un regard du style, fait chier, c'était peut-être le seul qui était encore capable de m'aider, ou c'était peut-être le seul qui pouvait encore être là de mon côté, et il s'en va, maintenant je suis seul tout, ça fait chier. Mais pourtant, je ne suis pas forcément convaincu qu'il y ait vraiment de l'amour ou de l'affection d'Alicent pour Kristen Cole, parce que je ne suis pas convaincu qu'Alicent sache véritablement ce que c'est que de l'amour en règle générale. Même si depuis cet épisode-là, j'ai l'impression qu'elle commence à prendre conscience de certaines choses et qu'elle commence à voir qu'elle a manqué de plein de trucs et que bah, ça peut être ultra néfaste pour l'avenir. Et que bah, elle regrette peut-être, elle commence à avoir des regrets, et elle prend peut-être conscience du manque d'amour qu'elle a donné et que c'est pas bien. Je me demande d'où vient le fait qu'elle ne sache pas aimer ses enfants. Je suis pas sûr qu'ils étaient forcément désirés. Je pense que le fait de ne pas aimer ses enfants, ça peut être aussi dû au fait que on ne sait pas quelle relation elle avait avec Viserys, de la manière dont ça s'est fait, etc. Je m'en souviens plus. Voilà, oui, comme dit Static, ouais, elle a eu tous ses enfants à l'adolescence, c'est des trucs qui étaient un peu préprogrammés, machin. Donc, je pense qu'à un moment donné, si c'est pas voulu et si c'était des trucs qui étaient un peu durs à vivre, bah, ça se répercussionne peut-être ensuite sur les petits, hein. Si la mère est morte jeune et le père qui l'utilise, oui, Otto Hightower, qui n'était pas le père de l'année non plus, pas d'absence maternelle au départ, ça c'est pas évident non plus, hein. Elle est devenue froide très vite dans la série. Je pense que tout ça a démarré du fait qu'elle était vendue par son père à Viserys. Bah oui, oui, potentiellement, ouais. Et Missaria, tu en penses quoi? Tu penses que c'est la nouvelle Varys? Ah,
Oui, conseillère. J'attends de voir. J'attends de voir. J'attends de voir les valeurs, l'honnêteté, le rendement, la fonction finale du personnage. J'attends de voir un petit peu plus. Mais bon personnage aussi. Enfin, je veux dire, tout est cohérent de toute façon dans l'évolution des protagonistes, dans l'évolution des choses, quoi. Donc, c'est ça aussi qui est bien dans Game of Thrones, c'est que d'un épisode à une autre, tu sais que certains personnages peuvent complètement évoluer et être différents. Donc, elle l'appréciait pour son dévouement envers elle, et maintenant que lui pense à autre chose que d'être un gigolo, ça lui casse les couilles. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Allison, je pense que c'est quelqu'un qui aime bien être aimé aussi, mais elle donne pas en retour. L'un n'empêche pas l'autre, je pense que Cole serait plus ou moins content de pouvoir la défendre encore jusqu'à sa mort. Ah oui, non, mais ça, je dis pas le contraire. Je dis juste que maintenant, il a plus le temps. Je dis que Cole, à mon avis, est encore très attaché à elle, et s'il devait la défendre, il le ferait, il n'y a pas de problème. Par contre, bah, il est tout le temps sur le champ de bataille. Donc lui, il peut peut-être avoir un regard affectueux, elle a un regard qui sent le seum un peu. Parce que bah, forcément, maintenant, elle fait quoi si elle est toute seule? C'est ça qui est compliqué pour elle, hein. Et l'arc de Daemon, du coup, tu ne l'as pas trouvé trop long maintenant qu'il est fini. Alice, tu en penses quoi, la sorcière? L'arc de Daemon, je vous ai dit, oui, c'est vrai que je pense qu'il a traîné un peu en longueur. Si tant est qu'il soit bel et bien fini, je pense qu'il a duré un peu en longueur et que c'était un peu redondant et un peu mou par moment quand bah, tu vois que pendant 3 ou 4 épisodes, on a eu une évolution certes, mais qui était toujours un peu dans les mêmes procédés, donc de forme. Donc oui, j'ai trouvé que c'était un peu long. Alice, c'est pareil, il faut voir un petit peu. Oui, non, c'est pas Alicia, j'avais dit Alicia tout à l'heure, c'est Alice. Alice, faut voir un petit peu là aussi où est-ce qu'elle va se, vers quelle consistance. Je pense que elle peut apaiser Daemon et pas mal l'aider, à voir si elle tire pas ça pour sa propre corde à elle aussi, parce qu'il y a beaucoup de mystères à Harrenhal. Moi j'ai bien aimé revoir les Lannister aussi, c'est con, mais je suis pas sûr qu'on les avait vus déjà depuis le début de la saison, voire depuis le début de la série. C'est sympa de réembriquer un petit peu toutes les maisons et toutes les branches. Parce que ça fait bizarre aussi de voir Port-Réal. C'est con, hein, mais ça fait bizarre de voir Port-Réal appartenir aux Targaryens quand, en fait, quand on regarde Game of Thrones, ça a appartenu plus ou moins aux Lannister tout le temps. C'est-à-dire, Game of Thrones, au début, c'est Baratheon, Baratheon, Lannister. Donc c'est plus ou moins toujours la même famille qui y est. Et moi, j'aime bien l'idée de se dire, tiens, alors Port-Réal mené par une autre famille, ça fait bizarre sur le coup. Et là, voir l'ensemble des Lannister, autre qu'effectivement le frère, qui est au conseil évidemment, là, enfin, on voit les patries Lannister, enfin, on voit voilà, l'armée, les lions derrière, etc. Donc, on continue de mettre des pions. Voilà, on avait le pion au conseil, on a les pions ailleurs, etc. Lannister, moi, je trouve ça bien. On apprend que Alice est encore en vie, le mec en parle au présent parce qu'il y avait des théories sur le fait que ce soit une fantôme que seul Daemon peut voir. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais, ouais, oui, oui, d'accord, je vois le truc. Ça, je me marre parce que je me dis, c'est vrai qu'entre ça et The Boys, les fantômes ou les visions que les autres peuvent pas voir ou des choses comme ça, il y en a beaucoup. Mais non, oui, ça donne des pistes. Après, je vous dis, hein, pour conclure, c'est un épisode que j'ai trouvé bien, un peu long, un peu mou, mais qui est une belle continuité du cinquième, mais qui là maintenant donne l'envie au septième voilà, d'être peut-être un peu plus consistant. Pour pas être uniquement dans l'amorce de pions, c'est-à-dire on amorce des pions, ensuite on les déplace, il faut qu'il y ait une conséquence à ça. Là, on continue les conséquences, mais on avait vu le prétendant Lannister de Rhaenyra dans la saison 1. Oui, oui, on en avait vu quelques-uns, mais là, moi, je parle surtout de l'image Lannister. Tu vois, les grands guerriers, l'armée, vraiment, on retrouve les vraies armures, les vrais costumes tels qu'on l'imagine, le côté un peu grandiloquent des Lannister, les beaux dialogues, les trucs comme ça, mec un peu pédant, avec les lions dans les cages. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé retrouver. C'est vraiment de la même principe, par exemple, qu'on a retrouvé le mur au premier épisode, c'est vraiment réembriquer tout ce qu'on connaît de Game of Thrones et faire en sorte que bah, un personnage par-ci, un personnage par-là, c'est bien, mais que ça vit aussi.
tu vois, que ça fourmille un petit peu partout et qu'on en retrouve un petit peu à droite et à gauche de tout. Enfin, moi, c'est des choses que j'aime bien, ça. Voilà, c'est exactement ça, Bob. Ouais, c'est que le côté un petit peu lent de ces épisodes-là, qui est pas négatif, soit mis à profit pour quelque chose de tonitruant sur le final. C'est aussi ça, moi, que je trouve intéressant à juger. Et je pense qu'on va, du coup, en légende, se laisser là pour ce soir. Je vais vous raid chez l'ami Johan. On a faire une grosse heure, hein, je pense, hein, sur cet épisode. Comme quoi, même si c'était pas le plus vif, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Le live sera en rediffusion dès demain, évidemment, en Big L, en Big Légende. Rediffusion sur la chaîne secondaire, hein, vous connaissez mon style. Et puis, on se retrouve, nous, mercredi pour Death Stranding et jeudi pour la critique de Deadpool et Wolverine. Ça aussi, à mon avis, ça peut envoyer du lourd. Je ferai une critique sans spoil, puis avec spoil. Mais on fera ça en légende. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi et jeudi. Et alors, je vous le dis pour tous ceux qui sont là, House of the Dragon épisode 7, la critique ne sera pas lundi prochain, mais mercredi prochain, puisque lundi, je suis pour 3 jours à l'île de Ré pour aller voir la frangine. Donc, du coup, je ne serai pas dispo. Donc, vous le notez, hein, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live le lundi, mais mercredi, il y en aura 2. Il y aura Death Stranding, normalement, si je suis rentré. Sinon, mercredi soir, il y aura au moins House of the Dragon. Donc, si vous avez 2 jours de retard, vous étonnez pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi. Des bisous!